Les invités du podcast Diptyque sont artistes, curateurs, conservateurs de musées, galeristes ou collectionneurs. Certains d'entre eux me sont très familiers parce que nos routes se croisent depuis la création du magazine en 2009. Mais d'autres me sont inconnus. Sur le mode de la conversation, j'essaie de comprendre ce qui fait la particularité de mon invité et je vous offre ainsi avec ce podcast un portail intime et unique sur les acteurs de l'art contemporain au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Ce podcast est réalisé grâce au soutien de l'université Mohamed VI Polytechnique, une université marocaine d'avant-garde dédiée au développement de solutions innovantes pour répondre aux défis de l'Afrique et aux enjeux mondiaux. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ossaadi dans le restaurant, d'où le petit brouhaha, qui n'est pas désagréable, notre ami artiste contemporain marocain Yassine Belbzioui. On va essayer de rester un peu sérieux pendant cet entretien, mais le sérieux n'est pas toujours garanti. Ça peut tout de suite partir dans les seconds degrés et un petit peu aussi dans de l'improvisation libre avec Yassine, mais j'ai envie de donner à notre auditeur la possibilité aussi d'être introduit à l'univers protéiforme de Yassine. Il manquera évidemment l'image à ce podcast, mais vous pourrez consulter dans les éléments que nous mettrons en note de l'épisode des œuvres de Yassine, ainsi que des éléments biographiques et des articles que nous lui avions consacrés déjà dans les pages du magazine. Yassine, bonjour. Bonjour. Pour commencer cet entretien, j'aimerais revenir sur un interview que tu as accordé à Diptyque avec ton grand ami, le commissaire Simon Djami, qui dit une chose très intéressante à propos de ton travail. Il parle de mystification et de malentendu. Est-ce qu'on pourrait démarrer là-dessus, Yassine ? Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la part de mystification dans ta peinture ? Disons que parfois je peux donner une image au premier coup d'œil comme ça, que je suis quelqu'un un petit peu, je dis pas le mot clown, mais un petit peu extravagant, ou peut-être qu'on prend pas au sérieux. Et ça, parfois ça m'arrange, c'est pas ça m'arrange, mais ça peut me permettre aussi je le fais pas exprès bien sûr, de faire des fausses pistes, quoi. Parce que sinon moi j'aime tout ce qui est profond, dans le sens où même mon travail, j'essaye d'avoir plusieurs couches de lecture, mais pas seulement une couche. Si on la consomme, le travail il est perdu. Et la mystification, moi je suis quelqu'un, à part mon travail de plasticien, j'avais commencé à faire des arts martiaux, j'avais ceinture noire en taekwondo, donc disons que j'ai épuisé dans d'autres domaines pour alimenter la peinture et les arts plastiques, performance, installation, etc. Et ce côté-là, on ne le voit pas, mais je l'injecte d'une manière, on va dire, silencieuse, pour pouvoir laisser le travail un petit peu faire respirer ça de temps en temps. Après, je ne peux pas être avec tous les yeux pour expliquer ça, mais c'est à cause de ça peut-être que l'image, elle me séduit, parce qu'elle a cette capacité d'impressionner les autres et aussi moi-même. Alors j'aimerais bien que tu nous expliques aux auditeurs et à moi-même, donc d'une manière générale, les œuvres qu'on peut voir dans les grandes biennales sont souvent des œuvres de très grand format, des fresques. Alors pas des fresques au sens de la technique, mais au sens du format et de l'aspect un peu narratif. Les personnages sont très nombreux, ils sont dans des activités qui sont très diverses sur la toile, il n'y a pas une unité d'action. On a un peu l'impression que chaque personnage est occupé à une activité qui lui est propre. Ils sont souvent masqués. J'aimerais bien que tu nous expliques quel est ce théâtre que tu représentes sur les œuvres de très grand format. Qui sont ces personnages masqués ? Si je peux me permettre d'utiliser le mot farci, moi ma vie elle était quelque part un petit peu farcie en termes d'action. Et c'est vrai, le travail, de plus en plus, c'est peut-être l'âge ou peut-être la maturité ou peut-être autre chose, j'essaie d'être fidèle à cette générosité que la vie m'a offerte. Donc une seule scène, de plus en plus ça ne me suffit pas.
Donc je suis passé à un niveau où je peux croiser plusieurs sens, ça crée une complexité de lecture, une complexité même de chantier que je dois entreprendre pour que ça fasse quand même une lecture possible pour l'œil. Et disons que le mur, c'est un médium récent pour moi, récent, 2016, c'est récent. Même Dakar, si, le premier voilà, mur, c'est le Dakar. premier, c'est Rabat, Rabat. c'est quartier Hassan. Ah, Et en fait, j'ai traité le mur comme une toile. C'était ça le challenge. Ça veut dire, j'ai pas peint avec les peintures à bombe, mais j'ai peint ça avec des éponges. Ça veut dire, j'ai trouvé un compromis. Comment trouver une solution de la toile vers le mur, tout en gardant cette capacité d'être rapide et efficace directement. Donc, les éponges, ils m'ont permis ça. Parce qu'une éponge, tu peux, si tu appuies, elle peut sortir de la peinture et j'ai trouvé ce compromis. J'ai pris goût dans le mur parce que le mur, c'est un support qui est à l'extérieur et l'interaction, elle n'est pas déjà rétablie comme dans une galerie. Le mur, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et dès lors, on est obligé d'avoir une autre force, une autre force de sensibilité, parce que lorsqu'on est dans une galerie, on est bien sûr sensible, on est lié au commissaire d'expo, à un espace, etc. Mais le mur à l'extérieur, elle est nue. Et cette nudité, j'ai pris goût et elle m'intéressait de plus en plus. Après, faire le mur toujours de la même manière, ça ne m'intéresse pas. Et dès lors, chaque fois que je fais un mur, c'est d'une manière différente. Donc il y a la Biennale de Dakar, il y a la Biennale de Karachi, même j'ai fait un mur à la Biennale de Karachi, même des espaces chez un collectionneur. Et j'ai pris ce goût que le mur prend un statut différent pour ne pas, c'est pas qu'ils ne sont pas m'ennuyer, mais pour ne pas tomber dans une routine qui alimente pas mon travail. Moi, je suis quelqu'un, si j'ai un problème d'inspiration, même si je ne crois pas à ça, je peux dire que j'ai toujours la matière, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je voyage, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fréquente un autre médium, parce que c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Et le mur, il prend ce relais. et quelle est la dimension de la narration sur les murs? Parce qu'en fait, évidemment, on peut regarder toujours tes muraux comme une image statique, à un instant T, mais aussi comme une narration. Tu racontes des histoires sur les murs, mais aussi évidemment à l'échelle des toiles. Quelles sont ces histoires? En fait, encore une autre fois, j'aime les fausses pistes. Pourquoi les fausses pistes? Parce que l'image, elle est riche par la manière dont elle raconte une histoire. C'est pas comme le texte ou comme comme les autres médiums. Après, je profite de ce mystère de dire les histoires pour faire parfois des fausses pistes aussi. Ça veut dire, on peut croire que c'est ça, mais à l'intérieur de ça, j'injecte d'autres histoires. Et ça, c'est important pour moi. Sinon, juste raconter une histoire un peu linéaire, c'est un peu dommage. C'est comme si tu achètes un ordinateur à une grande puissance et tu fais que le traitement de texte. Je veux dire, il faut faire la vidéo, les trucs, le rentabiliser en termes de sa capacité, quoi. Et le mur, elle me permet ça, parce qu'il y a l'interaction, il y a le public. Alors la narration, on peut croire qu'elle est là, parce que je ne veux pas agresser le public qui est de l'extérieur. C'est un public qu'il faut le faire rentrer doucement dans l'image, parce que l'image est complexe. Et lorsqu'il rentre, je ferme la porte pour sortir d'autres éléments, un piège, quoi. Ça, c'est très intéressant. Alors, il y a quelque chose chez Yacine Belbzioui. Yacine, c'est un personnage qui utilise le mot farci à peu près 50 fois par jour. C'est son mot de prédilection. J'ai remarqué ça depuis assez longtemps. Et c'est un mot qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que qu'est-ce que ça veut dire farci? Ça veut dire qu'une chose en renferme une autre. Il y a l'idée de la poupée gigogne, il y a l'idée du farci. Qu'est-ce que c'est qu'un masque si ce n'est un contenant qui contient autre chose? Il y a toujours chez Yacine le système des poupées gigognes, c'est-à-dire qu'une forme en contient une autre, qui en contient une autre, qui en contient une autre, et il y a comme ça des mises en abîme de signifiants. J'aimerais bien que tu nous introduises à ton univers farci. Qu'est-ce que c'est que l'univers farci de Yacine Belbzioui? De quoi est-ce qu'on est farci? Et quel est ce contenu qui est renfermé à l'intérieur des formes que tu représentes sur les toiles? Pour répondre à ta question, en fait, je peux parler de Bordeaux, parce que moi, j'ai fait les Beaux-Arts à Bordeaux, j'ai déménagé 10 fois, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens dans le théâtre, dans la musique.
D'ailleurs, le dernier événement que j'ai organisé ici avec Katharina Fink, qui s'appelle Kind of Jazz, c'est Kind of Festival. Il y a de l'image dedans. C'est une forme de... Je signe une œuvre avec quelqu'un d'autre et des gens qui ont participé dedans. Et voilà. Lorsque j'ai dit farci, c'est dans ce sens-là. Encore une autre fois, l'image, elle peut permettre beaucoup de choses. Elle est généreuse, elle est farcie. Pour moi, une image doit être farcie pour pouvoir impressionner tout le monde, même celui qui l'a créée. Sinon, lorsqu'elle est consommée, lorsqu'elle dit son mystère comme une chanson, lorsqu'on apprend les paroles, on n'a plus envie de la chanter. On préfère entendre, comme on appelle, le yaourt de trucs. Parce que dans le yaourt, on a toujours un rêve qui est là. Et lorsqu'on connaît les paroles, on a moins envie de la chanter. Je ne sais pas, en tout cas, de ma part. Et pour moi, le mot farci, c'est un mot... Bien sûr, il faut être à la hauteur de ce mot parce que ça demande une cuisine beaucoup plus complexe, moins paresseuse. D'ailleurs, le prochain projet que je vais à un moment donné sortir, il s'appelle Sweat, c'est autour de la sueur. Et la sueur, il est lié au ce côté farci. La sueur dans le sens, le labeur. Ça veut dire avoir une idée maintenant dans l'image. Même moi, j'ai toujours pensé, une bonne idée dans l'image, c'est pas suffisant. Il faut que l'image aille ses inspecteurs, pour qu'elle puisse fonctionner. C'est là où on dit waouh sans comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a un côté farci fantomatique qui fait qu'il est riche. Mais pas parce qu'il y a une bonne idée, mais parce qu'il y a d'autres éléments qui échappent même à celui qui l'a fait. Alors c'est quoi cette richesse de l'image? Parce que c'est effectivement ce qui apparaît dans ta peinture. Techniquement, ça on va en parler. Mais aussi, à première vue, il y a une richesse de l'image, c'est-à-dire qu'on n'a jamais terminé de regarder une œuvre de Yacine. On commence à la regarder, des détails nous échappent, on y revient, on voit autre chose. C'est à chaque fois une autre œuvre qu'on regarde. On la regarde une première fois, une seconde fois. Est-ce que toi, tu travailles dans ces couches successives? Comment ça se passe? En fait, je construis des images comme un film. C'est important. Oui, il y a l'aspect narratif. Oui. Ça veut dire, je commence avec une idée, mais encore une idée n'est pas suffisante. Il faut la noyer. Il faut la faire passer dans des bains je sais pas, c'est une métaphore, des bains différents, etc. Après, on va voir si elle est prête. Et lorsqu'elle est prête, elle est là. Ça veut dire qu'elle n'est pas suffisante en tant qu'idée, en tant que bain. C'est un travail de groupe qui fait elle est là. Donc, lorsque je décide qu'une image, elle est là, elle est finie, elle est prête à être vue, c'est parce que j'ai certains quotas mystiques, comme tu dis, quotas mystiques pour certains trucs. Et après, il y a certains trucs aussi, certains éléments qui m'échappent, lesquels j'aimerais bien exposer. C'est comme si j'expose aussi ma nudité en exposant cette image. Donc il y a une histoire qui n'est pas finie, heureusement, parce que c'est sa copine qui va venir après, qui va qui va finir le travail de l'explication. S'il y a nécessité de l'explication, parfois j'ai pas envie, c'est comme open end, non pas une end qui est fermée, quoi. C'est important. Donc, ces paramètres que l'image vibre comme un clapet, parce qu'elle vibre, elle vibre, ça m'intéresse beaucoup. Lorsqu'elle est stabilisée en termes d'idées, on a compris, elle perd toute sa force, voilà. Et pour arriver à ça, je passe par plusieurs cuisines. Ça veut dire, la cuisine aussi, c'est un mot important chez moi, parce que, en fait, il faut poser les ingrédients, oui, elle fonctionne. L'idée. Et après, lorsqu'elle passe en image, elle ne fonctionne pas. Et qu'il y a un problème. Ça veut dire, parce que si l'image, à la fin, elle doit être exposée comme image. L'idée, moi, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'elle peut être consommée vite. Comme certaines œuvres, lorsqu'ils étaient accrochés à un concept, et le concept était périmé, elle a drainé l'œuvre à l'intérieur. Et l'histoire de l'art nous a montré ça plusieurs fois. Moi, j'essaie que l'image soit séparée de l'idée. Ah, c'est intéressant ça. Pour que l'œuvre fonctionne en tant que plasticien. Moi, par exemple, j'ai jamais défendu l'idée d'exotisme marocain lorsque je voyage. J'aimerais bien qu'on parle art plastique, après on parle Maroc. Pour ne pas être dans une facilité d'ambassadeur artistique, mais plutôt dans une démarche de plasticien. Je suis un artiste plasticien, c'est important. Alors, puisque tu parles artiste plasticien, histoire de l'art, tu as évoqué l'histoire de l'art, tu as conscience que ton travail, notamment la partie de la peinture sombre, de la peinture à l'huile, elle se rattache à une tradition qu'on appelle le grotesque.
pas au sens débile, hein, mais au sens grotesque de l'étymologie grotte, avec des aspects sombres et des personnages un peu caricaturaux qui figurent un théâtre d'ombre et de lumière. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière tu te rattaches justement à cette tradition du grotesque et du théâtral? Comment tu te rattaches à cette tradition? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience? Et ensuite, on parlera des transparences et En des fait, encres. le clair-obscur, en fait, à un moment donné, j'ai vu une œuvre de quelqu'un lequel je suis, jusqu'à maintenant, je suis amoureux. Je sais pas, même si je fais ma vie, c'est comme quelqu'un qui est dans une famille, il va aller faire sa vie, mais il revient toujours à la maison pour manger le plat préféré de sa mère. Moi, Rembrandt, j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que il y a une magie qui m'échappe et je sens qu'elle va continuer de m'échapper. Tu t'approches, t'as rien, tu t'éloignes, t'as tout. Déjà ça. Et même sa vie, elle était pleine de performances, et toi. Même si c'était dans une période hollandaise un peu qui est pas, hein, mais il était dans le même niveau, très 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 contemporain. Il va y rester. Et ça a créé chez moi cette curiosité de savoir pourquoi elle est arrivée à ça. Elle est arrivée à ça parce qu'elle a travaillé beaucoup, encore une autre fois. Il y a la sueur, parce que c'est important la sueur, à part l'idée. Et parfois, il y a cette profondeur, ce jeu, cette multiplicité d'histoires juste dans une petite détail. Il y a des histoires. Tu vois. Et ça, c'est magie. Ça veut dire, c'est sans aller loin, tu as tout près de toi, mais avec une magie de beaucoup de travail. Après, ça, c'est le clair-obscur qui peut donner ça, à part le côté un peu très, très, très fort de La Rembrandt. composition aussi. Et voilà. Et après, il y a tout ce qui est Caravage. Et après, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au clair-obscur, c'est une période, je sais pas, entre 2012, etc. Même si moi, je crois la démarche d'un artiste, il ne faut pas qu'elle monte forcément. Moi, je la considère, elle tourne. J'ai pas envie qu'elle monte. Je suis pas obligé de dire j'ai fini la période sombre et voilà, et c'est fini. Non. Cette période, j'ai un besoin pour raconter une histoire. J'utilise le médium ou la technique qui est appropriée. Je continue sur les clairs-obscurs. À un moment donné, ça m'a amené, surtout, j'ai aimé beaucoup un grand artiste qui, on ne comprenait pas d'où il sort dans sa période 1900, je veux dire au début du siècle, décédé au début du siècle. C'est James Ensor. James Ensor, c'est un artiste belge. Lui, il est resté toujours dans le même appartement en face de la mer et il a travaillé sur le côté grotesque de la vie, de la bourgeoisie, de ce qui est autour. Et c'est quelqu'un, voilà, il y a une toile qui est magnifique qui s'appelle L'entrée de Christ à Bruxelles. Et c'est une pièce magnifique que maintenant il est exposé aux États-Unis, je ne sais pas quel musée, je pense que celui de... En fait, la toile, comment elle est décrite, je trouve ça très fort. C'est le Christ, il est revenu dans un âne, il est tout petit derrière, et devant tout le monde l'accueille, le maire et tout, le fait de travail, etc. Donc, et cette œuvre, elle est grande, je pense 4 mètres et je la trouve, voilà. Donc, tous les artistes qui ont travaillé sur le masque et le truc commençaient à m'intéresser. Et bien sûr, Rembrandt dans sa technique. Il y a un artiste, il fait un mid-shake de beaucoup des trucs, il prend comme une éponge, il prend des choses d'ici, d'ici, d'ici. Plus maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à la réalité marocaine parce qu'elle offre beaucoup de la matière première. Et je trouve dommage que parfois, moi et d'autres artistes, on ne la prend pas directement fraîche. C'est comme s'il faut la sous-traiter dans un truc, elle perd une force, pardon. Alors, qu'est-ce que tu représentes de la réalité marocaine? Si on prend par exemple les œuvres de ton expo Charade, prenons une œuvre de Meeting par exemple, qui est une œuvre qui date de 2020, qui est une acrylique sur toile, une très belle œuvre, très sombre. Hein. Je m'en dis, parce que bon, Regarde. Ouais, de Meeting. Qu'est-ce qu'elle représente de la réalité marocaine? Celle-ci ou bien Adjugé, Red Carpet, tout ça, ce sont des œuvres datées 2020-2022 et qui étaient représentées dans l'expo Charade. Est-ce que tu peux nous dire en fait, qu'est-ce qu'elle montre de la réalité marocaine? On sort marocaine? de Covid, etc. Parce que le Covid, on l'a oublié. Je trouve ça un peu dommage parce que c'était une leçon qu'on devient tous. Je veux dire, Oui. C'est pas on a sauté, c'est comme Oui, si c'est vrai. c'était de l'histoire ancienne. Sauf moi, c'était un prétexte pour comprendre beaucoup de choses. Oui. Comprendre beaucoup de choses, la panique, les trucs, etc. Et aussi, c'est une période où
ça nous a permis d'être aussi un petit peu mystique aussi, quelque part. Les gens, ils étaient obligés de creuser chez eux-mêmes. Ah oui, réduit à soi-même et à son intérieur. Voilà, donc là, il y a l'idée de bulle. J'aime pas expliquer les œuvres par des symboles, mais là, je peux donner juste le prétexte. Donc, il y a des bulles, des gens déguisés en oiseaux. Donc, et en fait, c'est une scène complexe, mais silencieuse. Elle est complexe, il n'y a pas d'action, tout le monde est posé. Il y a l'odeur de l'action, parce qu'il y a certains qui sont habillés avec les vêtements de footballeurs, etc. Donc je suggère l'action, mais tout le monde est énervé. Donc il y a ce côté. Et surtout, il y a les bulles. C'est un objet ou c'est un phénomène qui m'intéresse, parce qu'une bulle, elle grandit, elle devient géante, elle fait peur, et elle disparaît. C'est magnifique. Moi, j'aime cette fausse piste de quelque chose qu'on a peur, sans comprendre pourquoi. Comme quelqu'un qui gonfle un ballon devant toi, à faire mesure, il le gonfle, tu as peur, mais c'est qu'un ballon, si c'est que là, tu vas pas avoir mal, mais tu as hyper peur. Et j'aime cette magie, ça c'est le travail de plasticien, cette magie de quelque chose éphémère, mais qui fait peur quand même et qui fait pas mal. Lorsque j'ai dit la réalité marocaine, lorsque j'ai dit réalité marocaine, en fait, le Maroc, il devient complexe aussi. Il devient complexe parce qu'on vit la vie européenne. Ça veut dire, je pense qu'il faut arrêter de faire un cadre parce que ça nous arrange et de parler d'une ancienne vérité marocaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chaos, non, la complexité de la réalité marocaine maintenant, avec tous les paramètres qui rentrent, la liberté sociale, les trucs, l'hypocrisie sociale, le climat qui peut être agréable parce qu'on a quand même le vitamine D, etc., etc. Beaucoup de trucs. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts à Bordeaux, j'ai tracé partout. Et au Maroc, je suis rentré et ça m'a arrangé de travailler ici parce qu'on est plus libre quand même. On est plus libre parce que le spectateur, il attend qu'est-ce que tu vas lui dire. En Occident, c'est comme si quelque part il peut être blasé. C'est comme s'il t'a déjà mis dans une boîte. Et il faut d'abord sortir de la boîte pour expliquer ce qui se passe. Ici, c'est un terrain qui était propice pour moi pour expérimenter beaucoup de choses. Le chemin vers le regardant est plus direct. Ouais, ça veut dire qu'il t'écoute. Ouais. Bon, après, il t'écoute. C'est une disponibilité aux images qui est peut-être plus grande. Et même le regard pétillant de quelqu'un qui t'écoute, c'est important. Oui. Moi, c'est important pour moi. J'aime pas un spectateur blasé. Ça m'envoie à la mort. Et la mort, à un moment donné, on va être calme, quoi. J'aime ce côté un petit peu éveillé, un peu pas enfantine, un peu soif de connaître, tu vois. Ah, un artiste, c'est quoi un artiste? Et là, l'humour, je peux l'utiliser parfois pour guider quelqu'un s'il doit être guidé. Mais après, le travail, tu peux pas le faire. Mais au moins, tu donnes des trucs. Et c'est là où j'interviens sur le côté aussi de workshop et tout. Moi, j'aime passer la balle, j'aime expliquer tout. Parce que peut-être une période, ils m'ont pas expliqué toutes les opportunités, c'est quoi un artiste, c'est quoi le danger d'être artiste. Parce que je sais que c'est dangereux d'être artiste. Et chaque année, tu dois renouveler pour continuer de rester à sa place. Et Simone Jamil, elle a dit une phrase que j'aime beaucoup. Elle a dit, il y a des gens qui croient que rester dans leur place, ça demande aucun effort. Même rester à ta place, il faut faire beaucoup d'efforts. Donc moi, ces paramètres, au Maroc, ils m'ont permis d'avancer mon travail beaucoup plus facilement, si je peux me le permettre, beaucoup plus facilement que lorsque j'avais mon atelier à Paris ou à Bordeaux. C'est important. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. En tout cas, moi, je viens de découvrir ce que tu dis justement du rapport au public, de cette immédiateté, de la disponibilité mentale aussi du public. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui, il y a une grande disponibilité esthétique, visuelle, intellectuelle par rapport à la peinture? Qu'est-ce que tu penses de la réalité de la peinture contemporaine au Maroc? Parce qu'il n'y a pas tant de peintres que ça. En fait, j'ai eu l'occasion de connaître, donc je connais les grands paramètres de l'histoire de l'art, de la peinture, etc. À chaque fois, on dit la mort de la peinture, mais elle était restée comme un cafard qui ne veut pas crever. Les larmes, il dit, ouais, je suis encore là. Et après, chaque fois, elle s'attache à quelque chose qui la rend, ça légitime sa présence. Comment est-ce qu'on renouvelle la peinture? Par exemple, le jazz, elle est vite.
Et à un moment donné, elle est arrivée à un cul-de-sac. Et ça a commencé à faire bruit d'enfants avec le saxo et tout. Et les autres musiciens, ils ont dit, et nous, on va faire quoi maintenant? Eh bien, ils ont dit, on va faire que du jazz. Et ça, c'est beau. Ils se sont détachés à cette course de concept, etc. Moi, je pense que la peinture, si je peux me permettre, elle peut dire encore plus de choses lorsqu'elle se détache du concept, de la motivation de la faire. Sans être dans ce truc naïf, etc. Bon, ça, c'est notre histoire. Je veux dire que on peut respecter un artiste qui aime quelque chose banal, mais s'il le fait tout le temps, ça veut dire qu'il est motivé, ça veut dire quelque part il y a un engagement. Elle peut être même politique. On peut faire que des fourchettes. Je donne un exemple parce qu'il y a une fourchette devant moi. Une fourchette, on peut faire la main, etc. Et après, on peut parler de beaucoup de choses en peinture. Mais si dès le début, on se force à avoir un concept qui la protège, c'est un piège. C'est pour ça que je pense qu'il faut laisser les artistes tranquilles à partir du moment où ils travaillent. C'est ça. Si elle a paresse, c'est une métaphore de paresse. Ça veut dire cette manière de trouver une bonne idée, 5 dernières minutes, etc. Gimmick. Ouais, moi je m'absente. Ouais. Je sens même le danger. Ouais. Je sens même l'antipathie. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop, c'est l'antipathie. Tu peux pas être un artiste qui a la sueur et être antipathique, à creuser. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui passe le temps avec quelque chose en peinture et qui est méchant. C'est un mot, tu vois. Donc, alors justement, comme tu parles de peinture, là on est en train vraiment de parler de peinture, on parle pas d'art contemporain, mais de peinture, de sueur. Hein. La peinture la sueur, c'est un peu une métaphore de l'activité du peintre. Est-ce que tu dirais que la peinture contemporaine, ta peinture, est-ce qu'elle parle du monde ou est-ce qu'elle parle de la peinture? Est-ce qu'un peintre, il n'est pas en permanence, vraiment le médium peinture, en train d'interroger la question de la peinture? Parce que finalement, tu dirais que pour représenter, ça fait bien longtemps qu'il y a la photographie, la vidéo, il y a des tas d'autres médiums. Mais quelle est la spécificité du médium peinture? Parce que toi, tu fais beaucoup de performances, mais là, on est en train de parler peinture. Quelle est la spécificité de la peinture? Est-ce que c'est pas perpétuellement de réinventer la peinture? Oui, mais ça a tourné, à un moment donné, ça a tourné. La peinture, à un moment donné, elle a commencé à critiquer elle-même. Le châssis est parti avec support surface, le mouvement support surface. Et même avec l'art conceptuel où il n'y a que des points, il n'y a plus de peinture. Oui, mais là, on est revenu à la peinture figurative. Et là, on est revenu et j'ai le sentiment qu'il y a des cercles qui tournent. Ouais. Ça se trouve, peut-être, Lascaux, celui qui a fait le petit vache, ça allait très vite pour avoir une histoire de là. Moi, j'ai le sentiment que ça tourne. C'est un rond, je sais pas, ça monte pas. Et tant mieux. Ouais. Ben oui, tant mieux. Parce que sinon, on va condamner un million qui vaut la peine qu'il soit là parce que même le regard de la peinture, il est mystique. Tu vois, c'est bien aussi de profiter quelque chose qui tout le monde est d'accord que c'est bon. Ouais. On n'est pas obligé d'être sado-maso là à tout prix et se torturer pour. Maintenant, après, les artistes, ils peuvent avoir cette palette de changements que l'histoire de l'art a offerte pour raconter l'histoire farcie qu'ils veulent raconter. Pas obligé, tu vois, c'est par besoin. C'est pour ça, le mot besoin aussi, c'est important. Et c'est pour ça aussi, je défends l'idée que l'artiste, s'il veut changer, à partir du moment où il y a une motivation sérieuse et sincère, il faut le laisser tranquille, il faut le motiver. Parce que si tu à tout prix, il fait ce que tu veux, eh ben, il va être fatigué et tout le monde va perdre. J'ai le sentiment, quoi. C'est pour ça, moi, je pense que la peinture, maintenant, elle peut questionner elle-même, si elle veut, si elle a le besoin. Elle peut questionner le concept. Elle peut faire une navette aussi. Hein, pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'on soit cool. Tu vois, il faut qu'on mette l'huile dans les articulations pour se mettre dans une situation cool, quoi. Parce que si dans la situation où c'est cool, c'est un autre mot, excuse-moi, je sais pas comment. C'est là où tout le monde va profiter. Le spectateur, l'artiste, nanana, tu vois. Et c'est important pour moi. Alors justement, puisqu'on parle de peinture et de réinvention perpétuelle et de souplesse technique, j'avais constaté donc lors de ta dernière exposition que tu as développé des nouvelles techniques, notamment alors qu'on te connaît plutôt comme un peintre farci, hein, qui crée des épaisseurs, beaucoup d'épaisseurs, des clairs-obscurs. Et dernièrement, tu es venu aux encres, qui était une très très belle technique, hein, qui a beaucoup plu d'ailleurs à des collectionneurs américains.
C'est la preuve que c'est bien de tester des nouvelles choses. Et c'est des encres avec beaucoup de transparence. Il y a toujours autant de... Alors, ça t'a permis aussi de changer peut-être le référentiel d'action sur la toile, de multiplier peut-être les mouvements. J'avais l'impression que la peinture, donc acrylique ou huile d'ailleurs, la précédente. C'est de l'acrylique. Acrylique. Non, avant c'était de l'huile. C'était des huiles. Hein. Il y a huile, acrylique. Ouais. On était dans des situations très statiques avec des personnages qui sont plutôt posés, assis dans des espèces de conférences silencieuses, avec une dimension du bizarre omniprésente, et avec les encres, quelque chose de complètement différent. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle technique? Le passage, c'est aussi par moi aussi, parce que je suis le fabricant de ces images. Je veux dire, je suis le plus responsable de tout ça. Et moi, je défends, même Gérard Richter, à un moment donné, il avait 2 techniques en même temps. Je pense même 3. Donc l'idée de la technique, pour moi, elle est importante, mais il ne faut pas qu'elle soit... Voilà, tu vois, je veux dire, ça peut ne pas étonner les prochaines toiles. Il va y avoir des petits morceaux où il y a de l'encre, dans des masques, dans des grands clairs-obscurs. Je parle comme ça. C'est comme si j'ai créé des paramètres de travail. Moi, j'aime jouer, j'aime faire des fausses pistes. Même par rapport à ma carrière, j'aime faire ça. Parce que je peux me le permettre. Je peux me le permettre aussi. Ouais. Je peux me permettre en termes de scieur, en termes de jeu. J'aime jouer, quoi. Après, le passage, il était fait parce que j'avais envie de négocier avec l'eau. Oui, avec l'eau. Ouais, tu négocies avec l'eau lorsque tu fais de l'encre. Non, avec tu la négocies. transparence, avec ouais, la tu le laisses. fluidité. Non, lui Ouais. aussi, il travaille avec toi. Lorsque tu travailles comme ça, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui cuisines tout. Tu veux maîtriser. Bien sûr. Mais lorsque tu fais de l'encre, il faut savoir dessiner beaucoup. Parce que tu sais où est-ce qu'il faut arrêter l'eau lorsqu'elle a travaillé pour continuer. C'est une sorte de ping-pong. C'est un peu comme les aquarelles aussi. Ouais. C'est une science du mouvement. Et ce jeu-là, elle est pas mal. Et même physiquement, parce que la toile, il faut que tu la travailles au sol. Sinon, ça va couler. Et après, il faut que tu la remets pour travailler et le remettre au sol. Donc, il y a ce travail physique. Physique qui est très différent. Ouais. Et ça, quelque part, il s'approche à la performance. Parce que parfois, je flirte aussi avec les autres médiums à travers le premier médium. Silencieusement, peut-être à un moment donné, ça va sortir en documentaire sur le passage de ça. Je ne sais pas, c'est juste une manière de parler. Encore une autre fois, j'aime le jeu. C'est important pour moi, le jeu. Et je ne veux pas être l'artiste qui fait ça. Si le masque, il va être là, il est tout le temps là, parce que les raisons, ils sont très légitimes. C'est physique, c'est personnel. Mais la technique, pour moi, j'aime passer... En fait, ça a commencé, la toile, c'était clair-obscur, le papier, c'était l'encre, et le mur, une technique. Mais maintenant, j'enlève la barrière. C'est comme si j'ai construit une histoire, même dans les médiums, et maintenant, je m'en débarrasse de cette histoire, et je passe la balle à la peinture elle-même. Elle prend son autonomie. Ouais. En aquarelle, mélangée, c'est pas important pour moi maintenant. Alors, pour les auditeurs qui, j'espère, prennent plaisir à écouter cet épisode, est-ce que tu peux nous dire quels seront les prochains moments où on pourra voir ta peinture, dans quel contexte, voilà, pour pouvoir regarder tout ça dans le monde réel? En fait, cette année, j'ai pris goût par les expos en Allemagne et tout. J'ai commencé à investir l'espace pour mettre la peinture. Oui. Tu vois, par exemple, je fais un travail sur la piscine et Bed Ems, Rich Cake à Bed Ems, j'ai investi un espace entièrement, même le plafond. Et je prends à commencer à prendre goût de ça. Ça veut dire prolifération continuer l'histoire de la peinture à travers le mur et même sortir s'il faut. Qu'elle traverse la rue, etc. Maintenant, je suis prêt. Je prépare une expo comme ça, qui va prendre le temps, qui s'appelle Sweat, laquelle où il va y avoir bien sûr la peinture, la performance. À Casa? En fait, elle va faire Allemagne, France, Ouais. Maroc. Elle va tourner comme un concert de musique. Parce que je peux sentir, d'après mes expos un peu dans le monde, que c'est comme si le protocole d'exposition
excuse-moi, c'est comme s'il n'a plus rien à dire Oui, il quelque faut part. qu'il évolue, c'est évident. Et pour qu'il évolue, il faut passer par des laboratoires, par des recherches, par des expérimentations avec les arts visuels, etc. Sans, parce que c'est risqué, sans qu'il soit défragmenté. Il faut qu'il Oui. reste son autonomie, etc. Donc je prépare une exposition à l'image de ça. Même le workshop, il est construit en même temps de l'exposition. Parce que le workshop, pour moi, c'est important. J'aime pas qu'il s'incruste à la fin, comme un truc d'animation. Ouais, il faut Qu'il que ce soit le construit processus. dès le début avec un corps parallèle. J'y travaille. Est-ce que tu fais un peu des workshops avec les Beaux-Arts, par exemple, de Tétouan? Si, si, si. Ouais. Si, Ça, c'était cette année, de génial. nouveau? En fait, j'ai un livre que je signe. Donc, il y a l'intention de le signer. Et le livre, je fais des lunchbooks. Lunchbook, c'est un mot que j'ai trouvé. En même temps, tu signes le livre. En même temps, tu le montres. En même temps, peut-être avoir une performance autour. Je l'ai fait à Londres, dans Mosaic Room. Ouais. Je l'ai fait à Marseille, etc. Et j'aime encore une autre fois, le jeu, lorsque j'en parle, je l'exécute. Sinon, ça va être du blabla et ça ne m'intéresse pas. Donc, le workshop, je l'ai fait une fois. Tu sais, ça m'a marqué, ça les a marqués, je pense, parce qu'ils en parlent jusqu'à maintenant. Et moi aussi, ça m'a marqué, parce qu'il ne faut pas croire que c'est un échange. En fait, lorsque tu fais un workshop, tout le monde profite. C'est important que tout le monde profite, pas que eux, etc. Donc, le workshop, on a commencé à nettoyer la salle. Donc, la sueur, parce que lorsque tu bouges, on a disparu les chaises et on a nettoyé la salle. Et dès lors, on peut commencer, pour commencer à travailler, c'est plus simple. Parce que l'appareil, il n'aide pas, même la convivialité entre les gens, Ça, c'est l'ancien sportif qui parle, hein. ouais, c'est important. Donc oui, ça m'intéresse, je vais provoquer des trucs, chez toi, l'école de Casa, parce que je suis redevable d'une manière indirecte à cette école, parce que moi je suis lauréat de l'école de Beaux-Arts de Casablanca, c'est important de souligner, en 96. Donc, et je suis redevable quelque part, sans que je sois forcé, mais je suis redevable en silence à ça. La transmission, c'est important pour moi. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de la, comment dire, de la génération qui arrive, de la relève en matière de peinture contemporaine? Je vais pas, je regarde, j'observe C'est pas un médium qui est très investi, hein. la peinture. Ouais. Après, moi, les artistes, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste le marathon, c'est un métier dangereux. Et il faut visualiser le marathon. Il faut avoir toujours un peu à manger pour pouvoir résister. Parce que résister 10 ans, c'est pas suffisant. 20 ans, c'est pas suffisant. Il faut faire de l'huile pour la vie. Parce que la peinture, on se marie avec. Je veux dire, je sais pas, tu vois. Après, c'est le seul truc. Et pour pouvoir avoir cette huile, il faut être curieux de tous les autres domaines. Cinéma, musique, tout. Je pense que l'artiste doit aller dans les brocantes, par exemple. Moi, j'ai remarqué que le fait de prendre la matière le même endroit qui est Internet, Monsieur Google, le plat final, elle se ressemble. Donc il faut aller chercher la matière soi-même. Ça veut Dans le dire monde réel. soit provoquer des fêtes, soit aller dans les brocantes, soit, pour que le travail soit différent. Parce que j'ai peur à un moment donné d'avoir un truc qui se ressemble. C'est une peur. Bon, Oui, je il y fais a une attention. uniformisation. Ouais, donc moi je pense que le Maroc il peut se permettre une biodiversité même dans la peinture. Donc c'est bien de la laisser tranquille cette biodiversité et ça c'est le rôle de tout le monde, galeriste, journaliste, tout le monde, tu vois. J'espère que les jeunes des Beaux-Arts nous écoutent et qui suivront ton conseil Faut qu'il soit têtu. Ouais. voilà, C'est important de rester têtu. d'aller à la rencontre du monde dans ces 3 Réel. dimensions, 4 Ouais. même. Ouais. Yacine, merci beaucoup pour cet entretien Merci. et à très bientôt pour ta grande exposition itinérante. Très bientôt, merci.